Bonsoir madame, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on réalise les travaux de charpente et de couverture dans un bâtiment. Quel que soit le projet, à ce niveau quand même, c'est du pareil au même. En dehors de la hauteur, pour faire la toiture à 5 niveaux, ce n'est pas la même chose que pour faire la toiture au rez-de-chaussée. Mais sinon, sinon la méthode d'exécution est la même. Donc ce qu'on peut dire, c'est que on va commencer d'abord, on va articuler cette thématique autour de 2 points, la charpente premièrement, et dans la seconde partie nous allons voir la couverture et nous finirons par des conseils. Donc sans toutefois tarder, nous allons commencer par la charpente. La charpente, c'est quoi? C'est cet assemblage de fermes là sur lequel on dépose le toit, on dépose les tôles pour couvrir la maison, parce qu'on ne peut pas prendre les tôles, on met ça directement sur le chaînage haut, parce que quoi qu'on dise, ce qui va se passer, c'est que l'eau va d'abord venir, il va stagner, et à force de stagner, ne trouvant pas le chemin où partir, ça va dégrader les feuilles de tôle. Et ensuite, parce que l'eau c'est le principal agent d'altération, on l'a toujours dit, ce n'est pas la tôle qui lui résiste. Donc s'il reste sur place, il n'est pas évacué, il va prendre un coup d'une manière ou d'une autre. Donc il faut, d'où l'idée de créer une pente est venue. Les fermes vous donnent la possibilité d'orienter les eaux dans une direction. Donc, parlant des fermes, on a les fermes métalliques, on a les fermes en bois. Les fermes en métal, les fermes métalliques sont plus coûteux à l'achat, mais sur le long terme, les fermes métalliques mettent long. Donc, on peut construire une maison en dur, mais au niveau de la charpente, on fait une charpente métallique. Ce n'est pas mauvais. Son avantage, c'est que plus tard, vous pouvez le démonter. Vous pouvez le démonter et l'utiliser à d'autres fins. Tandis que les fermes en bois, une fois démontées, il y a de fortes chances d'être réutilisées. Généralement, vous allez les utiliser en tant que bois de chauffage. Donc pour éviter de la réutilisation, pour éviter de ne pas les réutiliser, c'est qu'il faut, vous pouvez utiliser les fermes métalliques, mais sauf que les fermes métalliques sont assez chères. Donc tout ce qui est métallique est assez cher. Mais sinon voilà les deux types de fermes que nous pouvons. Il y a aussi les fermes en béton armé. J'en ai vu à l'époque des colons là, il y avait les fermes en béton armé. Donc il y a les fermes en béton armé qu'on peut aussi citer. Mais parmi ces 3 types de fermes qu'on peut citer, parmi tant d'autres, nous allons nous présenter dans cette vidéo sur les fermes en bois. Parce que cette chaîne est dédiée aux maîtres d'ouvrage, aux étudiants et également aux maîtres d'ouvrage. Donc ceux qui entreprennent, un maître d'ouvrage, on entend par maître d'ouvrage toute personne qui entreprend de construire une maison d'habitation, un immeuble commercial, ou alors investir dans l'immobilier. Lorsque vous voulez investir dans l'immobilier, alors cette chaîne-ci vous est dédiée. La chaîne de Herman Conseil vous est dédiée. Donc pour cela, abonnez-vous pour ne pas rater votre opportunité. Tandis que si on parle de fermes métalliques, c'est pas qu'on n'a pas assez à dire sur ça, mais c'est juste que ça demande le gros moyen. Généralement, c'est utilisé par les industriels. Et ces industriels-là, vraiment, ils sont rares. Nous sommes là pour la grande majorité. Ils sont rares. Ceux qui exercent, comme par exemple les Chinois, lorsqu'ils veulent faire, par exemple, par exemple dans la zone portuaire, la plupart des charpentes là-bas sont des charpentes métalliques parce que c'est démontable. Après avoir fini leur projet, peut-être leur contrat 10-20 ans, si ce n'est pas renouvelé, ils vont démonter tout, vendre à quelqu'un d'autre avant de partir pour amortir le coût d'investissement. Donc, sinon, nous allons plus parler ici là, de la charpente en bois. Pour la charpente en bois, comme on disait tantôt, lorsqu'on finit de chaîner la maison, au départ, on a vu que si on met les tôles directement en tôle, tout est plat.
Lorsqu'il pleut, ça stagne. Et quand ça stagne, ça fléchit. Quand ça fléchit, ça descend. Même si on a tolé ça de n'importe quelle façon, même si ça avait le point de toc, ça va descendre. Donc d'où alors l'idée de faire les fermes. Quand vous voyez les fermes, vous voyez, il y a une pente, il y a un angle. Ça permet aux eaux de quitter d'un point haut à un point bas. Et généralement, ils sont canalisés par les gouttières. Parlant de gouttières, on a des types de gouttières. On a les gouttières en béton armé, qu'on appelle généralement le chéneau, ou bien la crotée en fonction de sa géométrie. Et nous avons également les gouttières en PVC. Donc, en fonction de vos moyens, vous allez opter pour un ou l'autre. Ça ne dépend pas du projet. Il y a les villas où on utilise le chéneau. Il y a les villas où on utilise les gouttières en béton armé. Il y a les villas où on utilise il y a les villas où on utilise les gouttières en PVC, c'est-à-dire en plastique. Donc, tout dépend juste de vos moyens, peu importe le type de projet. Donc, on parlait donc de la charpente en bois et on parlait de l'idée de la pente. Et c'est ces pentes-là qui font donc, pour faire donc pour toler donc, on fait donc une charpente on assemble dans le bois en donnant un angle pour donner la pente, pour permettre aux eaux de se baisser. Donc c'est là où donc on est dans la notion de ferme. Ce sont dans les fermes qu'on utilise donc pour créer donc cette association d'éléments là qui va permettre de supporter la toiture et de lutter aussi contre le contreventement, parce que malgré le fait qu'on met les angles, il y a aussi cette notion de contreventement là. Donc si c'est mal fait, vous voyez que le vent peut renverser. Ok, donc pour lutter contre le contreventement, dans les fermes, vous allez voir la façon dont les fermes sont agencées. C'est déjà ça une façon de lutter contre le contreventement. Donc maintenant, en fonction maintenant des versants, c'est-à-dire la façon dont on aimerait que les eaux se versent, on peut distinguer les toitures à une pente, à deux pentes, à quatre pentes ou à pentes multiples. Donc ça dépend généralement de la géométrie du bâtiment. C'est par rapport à ça qu'on fait donc la charpente. Une fois que la charpente a été faite, il faut vous vérifier, il faut vous assurer aussi que si vous n'avez pas les gros moyens, là je vous livre directement un secret parce que je peux l'oublier. Je vous livre là directement un secret. Lorsque vous n'avez pas assez d'argent, il faut éviter les charpentes avec un grand poinçon. Parce que plus le poinçon est grand, plus vous allez dépenser en tôle. Rappelez-vous de la formule de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, plus la hauteur est grande, plus l'hypoténuse sera grande. Et ça aura un impact. Vu qu'on dépose les taux suivant l'hypoténuse, ça aura un impact. Donc, Pythagore vérifie ça très rapidement. Donc, lorsque vous voulez faire une charpente, il faut savoir que ce n'est pas les pauvres qui font les charpentes hautes. Vous pouvez voir un plan. Votre architecte peut vous proposer un plan, c'est très beau. Mais il vous fait un poinçon. Le poinçon, c'est quoi? Le poinçon, c'est la hauteur finie de la charpente. C'est-à-dire que lorsqu'il finit la charpente, si la charpente est très haute, attendez-vous à dépenser plus en tôle par rapport à une personne qui a fait une charpente avec un poinçon bas. Parce que plus le poinçon est haut, plus les tôles seront plus élevées. Et j'ai démontré en utilisant Pythagore. On dépose les tôles suivant l'hypoténuse. Donc en faisant varier la hauteur, vous faites varier directement l'hypoténuse. Donc d'après cette relation de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc en variant la hauteur, on varie forcément l'hypoténuse. Donc plus la hauteur sera grande, plus la hauteur de votre poinçon sera grande. C'est aussi comme ça que vous allez dépenser beaucoup en tôle. Ça c'est ce qu'on peut déjà dire là rapidement. Donc une fois que donc la charpente est faite, vous avez donc évité un grand poinçon. Vous pouvez prendre un poinçon, si vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez prendre un poinçon de 1,5 au max. Mais un poinçon déjà de 2,5, 3. La toiture sera imposante, la charpente sera imposante. De loin, on verra que vous avez construit.
Ça dépend aussi, même, vous pouvez même construire avec un grand charpentier, mais votre voisin vient, votre voisin de gauche et de droite vient de faire des immeubles. Malgré tout ça, on ne va pas voir. Donc maintenant, si vous êtes situé haut de la colline, vous voulez que malgré les immeubles, qu'on puisse quand même savoir que vous qui êtes là, sachez qu'il y a un coût. Plus la charpente est élevée, plus vous allez dépenser en tout. Et même en bois, même au niveau de la charpente, une personne qui fait un poinçon à 1, vous voyez, et l'autre qui fait à 2, il ne dépense pas le même montant au niveau de la toiture. Donc lorsque vous prenez les devis de charpente, regardez le poinçon. En fonction du poinçon, tout peut se jouer déjà là. Vous avez une variation au niveau du devis. Donc je condamne toujours, je fustige toujours ceux qui construisent directement en regardant. Je fustige généralement ceux qui construisent directement en regardant le devis. Parce que certaines langues vont vous dire qu'on regarde le devis de la fin vers le début. C'est faux. Regardez le devis à partir d'aujourd'hui, du début vers la fin. Regardez ce qu'il met dedans pour arriver au résultat. Et vous, à chaque fois, vous allez voir que les paramètres diffèrent. Il y a beaucoup de choses comme ça que beaucoup de personnes ignorent. Mais regardez que la fin, sans connaître ce qui est mis dedans. Et comme vous n'êtes pas initié, vous partez avec lui. Après, vous voyez que ce n'est pas ce que vous espériez. Donc, il faut avoir un bon cahier de charges avant de demander un devis. Beaucoup négligent cette phase de cahier de charges. Vous ne connaissez pas, il vous faut un cahier de charges. Rencontrez un ingénieur, allez en cabinet, comme par exemple ici chez nous à 6BTP. Vous venez à 6BTP, vous vous asseyez et puis vous demandez, vous expliquez votre problème, on vous donne les conseils, on vous définit un cahier de charges ensemble, vous et nous, en fonction de votre besoin. Et maintenant, partez vers les techniciens maintenant qui peuvent vous proposer plusieurs devis. Là, maintenant, vous savez que tous sont partis, tous sont en train de jouer sur le même stade. Pourquoi généralement dans les grands marchés, les marchés publics, vous allez voir, on ne veut pas attribuer un marché public avec quelqu'un sans cahier de charges. Le cahier de charges, c'est un cahier de clauses techniques où à l'intérieur tout est détaillé pour permettre à tous les soumissionnaires d'apprécier à la juste valeur. Ça permet donc d'avoir un devis équitable et savoir que qui est cher, qui n'est pas cher, par rapport à quoi il est cher, par rapport à quoi il n'est pas cher. Donc là, c'est très très important. Une fois que vous avez fini cette étape-là, maintenant vient donc la partie de la couverture. Pour la couverture, ce qu'il faut savoir, c'est que là, si tu n'as pas l'argent, tu peux faire une pente. Ça sera moins coûteux que celui qui fait 2 pentes. Et 2 pentes sera encore moins coûteux que celui qui fait 4 pentes. Parce qu'une toiture à 4 pentes consomme plus qu'une toiture à 2 pentes. Et une toiture à 2 pentes consomme plus qu'une toiture à 1 pente. Maintenant, allons maintenant sur le matériau même, le toit. Sur le marché, vous avez aujourd'hui, vous avez les tôles, vous avez 2 types de toits. Vous avez les tôles ondulées qui viennent en 2 mètres, 3 mètres, qui est sur le marché. Maintenant, les tôles bacs, là, c'est en mètre linéaire. Les tôles bacs se vendent en mètre linéaire. C'est-à-dire que lorsqu'on a fini la charpente, un charpentier maintenant vient, il prend toutes les dimensions. Et à partir des dimensions, maintenant, il part à l'usine et puis on coupe à la dimension normale en tenant déjà compte du débordement. Le débordement, généralement, c'est 50 ou 60. Donc faites minimum 50 ou 60. D'autres partent à 80, mais là c'est exagéré. 50 ou 60, ça fait l'affaire. Donc il va mesurer en tenant du poinçon, n'est-ce pas, ou bien de la fêtière jusqu'au débordement. Et puis il va faire toutes ces mesures autour de la charpente. Et maintenant, il part à l'usine maintenant. Il passe la commande des taux, ou bien vous donne, ou partez vous donner à l'usine. L'usine maintenant va calculer le nombre de mètres linéaires et il va vous dire. Sinon, pour vous dire quand même quelque chose qui peut vous aider, c'est que si par exemple une toiture est à 2 pentes, je veux donner juste l'exemple de 2 pentes. À partir de là, vous pouvez essayer de réfléchir sur le reste. Mais une toiture à 2 pentes, par exemple 5 par 10. 5 par 10, vous voyez que les os, on part sur 5 par 10, on part sur le petit côté qui est 5, on divise en 2. On divise en 2, ça fait 2, 5, 2, 5. Voilà, maintenant sur les 2, 5, on ajoute par exemple le débordement de 50, ça fait 3 mètres. De ce côté, 3 mètres. Ok. Vous savez qu'au niveau du milieu là, c'est là-bas qu'on va mettre la tôle fêtière. La tôle fêtière, vu qu'on va mettre les tôles de part et d'autre des 2 pentes, la tôle fêtière vient recouvrir ces 2 tôles là pour empêcher
aux eaux, de traverser pour entrer dans la chapane. Et quand tu entres dans la chapane, ça passe par le faux plafond. Et avec le temps, ça descend, ça te trouve dans la chambre. Et puis, je vais commencer à dire que c'est qu'il y a les charpentiers. Ça, je suis à la maison, ça ne fait même pas encore 6 mois. Prenez pluie, regarde ce qui se passe. Oh, qui m'avait me conseillé celui-là. Donc, pour éviter cela, on met donc une tôle faîtière. Donc, vous avez entendu ce nom. La tôle faîtière, c'est une tôle qui vient pour recouvrir les différentes tôles de part et d'autre, les deux pentes. Donc, maintenant, là, on a 3 mètres de ce côté, 3 mètres de l'autre côté. Je reprends. On a dit que on prend un terrain, on suppose un terrain rectangulaire de 5 mètres de large par 10 mètres de long. C'est-à-dire que vous avez acheté 50 mètres carrés et vous voulez tôler. Vous partez sur le petit côté. Vous divisez le petit côté en deux. 5 mètres, le petit côté, on a 5. On a un côté qui est 5, un côté qui est 10. Le côté qui est 5, c'est le petit côté, n'est-ce pas? Vous prenez 5 là, vous divisez en deux, ça fait 2, 5. 2, 5, vous tracez une ligne qui est parallèle à la longueur du terrain. Vous tracez une ligne. Quand vous tracez cette ligne-là, c'est sur cette ligne-là que vous allez déposer la tôle faîtière. Voilà. Maintenant, quand vous déposez cette tôle faîtière-là, vous calculez déjà. Je peux dire la tôle faîtière ici à combien? La tôle faîtière ici à 10 mètres. Parce que vous allez mettre ça le long de la tôle faîtière. On passe. Maintenant, au niveau maintenant de la tôle, vous savez qu'on a laissé un débordement de 5 de l'autre côté et 5 de ce côté. Donc ça fait 2,5 plus 5. Quand on dit 5 là, ici, là c'est 5 cm. Bon, maintenant on va convertir ça. Plus 50 cm, tant pour moi. 2,5 plus 50 cm, ça fait 3 mètres. On va faire 3 mètres de l'autre côté, 3 mètres de ce côté. Bon, maintenant, pour calculer le nombre de tôles que vous allez utiliser, qu'est-ce que vous faites? C'est que le calcul, c'est là que je dis, ça va aussi dépendre de la hauteur du poinçon. Parce que, là, ça c'est un calcul rapide. Mais sachez que si le poinçon est peut-être à 2 mètres, l'autre c'est à 1 mètre, ça ne va pas donner la même chose. Parce que l'hypoténuse varie aussi en fonction de la hauteur. Mais là, on prend un cas sensiblement égal. Maintenant, à partir de ce cas-là, maintenant, on fait souvent le plus ou moins pour pouvoir tourner autour. Voilà pourquoi aucun charpentier, ou bien les charpentiers, même les plus forts, ils restent généralement au sol. Généralement, 1 ou 2 tôles. 3 mètres de ce côté. Maintenant, 3 mètres là, pour connaître le nombre de feuilles. 3 mètres là, ça c'est déjà la longueur de la tôle. C'est-à-dire qu'à l'usine, on va couper les tôles en 3 mètres. Bon, une fois que vous avez donc coupé, vous savez qu'on va couper la tôle à 3 mètres. Maintenant, on va couper combien de feuilles de 3 mètres. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que on sait déjà qu'on a 3 mètres. Maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer le nombre de feuilles de tôle. Pour calculer le nombre de feuilles de tôle, on prend maintenant les 10 mètres là. On sait que la largeur utile d'une feuille de tôle, c'est 0,75 mètres. Ça, c'est la norme. D'autre part, à 0,80. 0,80, ça, c'est déjà les 5 nervures. La norme, c'est 4 nervures. Et les 4 nervures, là, c'est ça qui est 0,75. Ce qu'on fait, vous prenez 10 mètres, vous divisez par 0,75. Vous donnez 10,33 tonnes. Si mon calcul est bon, 10,33 tonnes. Vu qu'il n'y a pas de virgule tôle, et on ne peut pas prendre 10 tôles, comme il n'y a pas ça va donner 13,33 tôles. Comme il n'y a pas de demi-tôle, on va faire le devis avec 14 tôles. 14 tôles. Maintenant, comme on a 2 pentes, on va faire 14 tôles fois 2. Ça fait 28 tôles. Donc à l'usine, vous allez passer la commande de 28 tôles de 3 mètres. 28 tôles de 3 mètres. Et si vous avez peur, vous pouvez commander 30 tôles de 3 mètres. Sachant que ça reste, vous pouvez garder au magasin, peut-être pour la dépendance. C'est ok. Bon, maintenant, pour la qualité et le conseil que je peux vous donner avant de terminer cette vidéo, c'est que pour les tôles, il faut privilégier les tôles en aluminium. Donc, vous parlez des tôles bac. Tôles bac, ce sont les quand tu dis bac là, ça c'est ce qu'il y a les nervures. Vous avez entendu tôles bac 5 nervures, 4 nervures, ou bien les tôles bac 5 dixièmes, 6 dixièmes. Ça, ce sont les épaisseurs de tôle. Ça, c'est l'épaisseur. Il faut connaître que plus la tôle est épaisse, plus elle résiste et plus elle est durable. Les tôles, par exemple, de 4 dixièmes, moi je vous déconseille à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que les tôles 4 dixièmes,
pour travailler sur une tour 4 dixièmes, vous vous amusez même, avant même que le technicien descende du toit, c'est à percer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas solide. Il faut qu'il marche sur les planches et tout et tout. Et s'il n'est pas un technicien assez responsable, il ne va pas descendre sans percer. Le gars il va bien travailler, mais il va percer. Pourquoi? Parce que c'est très souple. Donc moi je conseille généralement aux clients les toolbacks à partir de 5 dixièmes.